Bonjour Samy Djemaoun, Bonjour, merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. merci à vous de m'avoir invité. Racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Euh, J'allais dire sur un malentendu, mais C'est la réponse de beaucoup de mes oui, invités. c'est-à-dire que moi j'ai commencé par faire une prépa HEC. J'avais déjà fait un stage de troisième qu'on fait dans un cabinet d'avocat et j'avais complètement un peu squeezé la chose ensuite. Je suis parti sur des écoles d'études de finance, commerce. Et ensuite, après la prépa, ça m'a pas plu, donc j'ai fait une double licence en économie et en droit à Toulouse. Et ensuite, l'éco, faire des maths, ça m'intéressait pas vraiment en réalité. Et donc j'ai fini ma double licence. Et après, j'ai poursuivi uniquement en droit. J'ai pas voulu faire le double master puisque j'avais compris que c'était le droit qui m'intéressait plus que l'éco. Mais ça m'a quand même été utile, notamment sur la charge de travail. Ensuite, quand on fait une double licence, après, et qu'on a que le droit à taffer, bon, c'est effectivement. Donc ça sert et ça aussi, ça permet d'avoir un peu de recul sur les choses. Quand on fait prépa HEC puis double licence, Oui, en voilà, général, après, effectivement. on m'avait dit, bon, tu vas voir, quand tu vas arriver à Paris 1, ça va être compliqué. Bon, en fait, en charge de travail, c'était pas. Enfin, j'avais moitié moins d'heures, quoi. Ouais. Mais et ensuite, j'ai fait du droit public. Donc, moi, je suis publiciste, 100%. Et droit public. Et donc, au début, j'ai fait un master 2 contentieux public assez général. Donc, on avait tous les contentieux, urbanisme, environnement, droits de l'homme, enfin, liberté fonda. Et j'ai toujours été passionné par la liberté fonda depuis ma troisième année avec un professeur à Toulouse, Xavier Bioy, et ensuite à Paris 1, Laurence Berg-Larsen, qui étaient du coup intéressés par la matière et donc qui étaient intéressantes et qui rendaient en tout cas ce droit intéressant. Et après, j'ai commencé à faire des stages dans des secteurs très différents. J'ai fait du droit de l'énergie parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, on commence souvent par savoir ce qu'on ne veut pas faire. Donc, je suis passé par des cabinets. Ensuite, cabinet au conseil, d'avocat au conseil. Et là, ça m'a plu puisqu'on avait quand même une diversité de dossiers avec des enjeux juridiques intéressants, des enjeux sociétaux aussi intéressants. Et donc, je faisais de tout vu que ça arrivait en cassation. Euh, pendant le Covid, on a eu les mesures Covid, je fais de l'extradition, du disciplinaire pour les médecins, de l'urbanisme et des droits fondamentaux au sens large, droit des étrangers, droit d'asile notamment. Et en fait, j'ai fait un an de collaboration. Enfin, j'ai passé le barreau et ensuite j'ai fait mon PPI au Conseil d'État. Du coup, ça a confirmé le fait que je voulais devenir avocat dans ce secteur-là. Euh, et ensuite, Qu'est-ce qui fait que le Conseil d'État a, entre guillemets, confirmé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce stage où vous vous êtes dit, ah, c'est quand même vraiment mon truc, le droit public? parce que, alors, droit public, c'était déjà mon truc, mais plus particulièrement les droits fondamentaux, puisque j'étais à la deuxième chambre de la section du contentieux du Conseil d'État, et c'est ça la chambre qui s'occupe notamment de l'extradition. Enfin, ils ont le contentieux de l'extradition et des retraits de nationalité. C'est des contentieux en réalité, du droit des étrangers aussi, mais c'est ventilé dans toutes les chambres. Et donc, c'est effectivement ça, et assister au délibéré aussi. Ça, pour un avocat, c'est quand même précieux. Puisqu'en tant que stagiaire au Conseil d'État, on assiste au délibéré, donc on comprend comment les choses se passent de l'autre côté lorsqu'il y a un délibéré. Donc ça renforce d'autant plus notre compréhension de la manière dont les choses se passent. Et ensuite, j'ai fait une collaboration dans un cabinet d'avocats au Conseil. euh, et là, je faisais de tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit que je faisais pas suffisamment de droits et libertés fondamentaux à mon goût. Et que j'étais pas devenu avocat pour enrichir des gens qui étaient déjà riches. Donc j'ai démissionné et j'ai créé mon cabinet en mai 2021, donc un an après. Ok, donc cette collab, vous dites, je me suis dit, pas envie d'enrichir des gens qui étaient déjà riches. Parce que les Qu'est-ce- contentieux que je faisais, en réalité, c'était beaucoup de contentieux éoliens. Alors juridiquement, c'était intéressant. Au Voilà. service de quelle partie? Ça dépend. Ça dépend vraiment ça peut être côté promoteur comme côté associatif. Euh, et c'est intéressant juridiquement, hein, mais je voyais pas la finalité en fait.
Puis c'est sûr que par rapport aux libertés fondamentales, on est un peu loin. Oui, et après, voilà, c'est plus l'appétence de chacune et chacun sur les contentieux qui sont plus intéressants pour d'autres. Mais, euh, mais du coup, quand j'ai créé mon cab, je me suis dit, je vais le dédier uniquement, enfin, en tout cas essentiellement, aux droits et libertés fondamentaux. J'ai conservé quelques contentieux à la marge. À la marge, je fais du disciplinaire encore pour les étudiants, les médecins, et l'urbanisme vraiment quand on me demande, mais j'essaye d'en faire le moins possible. Et donc mon contentieux est axé aux droits et libertés fondamentaux au sens large, puisque je ne dis pas droit des étrangers, puisque ça en fait partie. Mais je fais aussi beaucoup de contentieux sur, par exemple, l'hébergement d'urgence, les expulsions du domaine public, les interdictions de manifestation. Enfin, voilà. Donc c'est assez large le contentieux que je fais. Et du coup, je fais aussi du droit d'asile. J'en faisais beaucoup au début. Et après, pour ma santé mentale, j'ai dû réduire à 1 ou 2 dossiers par mois à la CNDA. Puisque si je cumulais le tribunal administratif, où j'y suis quasiment tous les jours, et la Cour nationale du droit d'asile, ça allait être compliqué niveau charge mentale. Niveau énergie, Et niveau mentale. énergie, exactement. Comment ça s'est passé votre installation? C'est une décision que vous avez pris le temps de mûrir? C'est quelque chose que vous avez fait un peu impulsivement? Vous aviez déjà du perso? Comment est-ce que vous vous êtes lancé comme ça dans le grand bain en partant de zéro? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, moi, j'avais 0 client. C'était pas du tout une décision réfléchie. C'était plus une décision, pour reprendre vos termes, impulsive, puisque je ne voulais plus être en collab et dépendre de quelqu'un, ou que, voilà, même si la collaboration, elle est dite libérale, mais en réalité, voilà. Mais donc, c'était vraiment soit je créais mon cabinet, soit j'ouvrais un café, quoi. C'était vraiment Donc, je me suis dit, j'ai pas essayé. Donc, voyons voir. Donc, j'avais 0 client. Je savais pas du tout où j'allais, mais j'y allais, quoi. Donc, c'était, ouais, pour vous répondre, c'était très impulsif comme décision. Et alors c'est intéressant parce qu'en fait, comme vous dites, le droit des étrangers, c'est du droit des libertés fondamentales. Enfin, c'est une partie, c'est une sous-partie de cette grande famille. Et, euh, et en fait, je connais assez peu d'avocats qui labellent leur activité en la matière en partant de là. Euh, parce que si mes souvenirs sont bons, les droits et libertés fondamentales, ça couvre aussi des choses très larges. Ça va aussi au droit d'entreprendre. Ça va, enfin, je veux dire, on n'est pas que sur les droits humains, entre guillemets, Bien sûr. et des personnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête aussi par rapport aux droits et aux libertés fondamentales? Est-ce qu'il y avait des parties de cette grande discipline sur lesquelles vous aviez plus envie d'orienter vos efforts? Enfin, quelle était votre vision par rapport à justement ce droit et en termes finalement de clientèle, de type de dossier, etc., que vous aviez envie de développer? Alors, moi, j'avais pas, comme je dis, j'avais pas mûri les choses en disant, ah, je vais cibler tel. Moi, c'est vraiment, euh, j'avais cette force de pouvoir avoir été formé par des avocats au conseil sur des contentieux très différents, d'avoir des raisonnements avec des paradigmes juridiques différents. Euh, et en réalité, peu importe le dossier qui se présente, ça peut être une dissolution d'association, ça peut être une interdiction de manifestation. L'idée, c'est de pouvoir aider des gens. Donc, peu importe en réalité la nature de la liberté fondamentale en cause ou du droit fondamental, l'essentiel, c'est de pouvoir répondre à une urgence. Parce que généralement, moi, je travaille 90% dans l'urgence. Donc, j'avais pas nécessairement de vision plus précise que ça, en me disant je vais cibler je sais pas, la liberté d'expression ou autre. Si j'ai un dossier par ailleurs qui rentre en liberté d'expression, bah, je le traiterai. Mais je ne vais pas aller chercher en amont un type de dossier. C'est plus les dossiers qui se présentent à moi. Et en fait, le constat factuel, c'est que j'ai des dossiers très divers avec des sujets bien différents qui traitent justement
de libertés fondamentales différentes. Mais ma démarche, c'est vraiment de pouvoir traiter l'ensemble des sujets des liés aux atteintes exactement liées aux libertés, dès lors que ça relève de ma compétence, bien sûr. Mm. Et comment les dossiers sont-ils venus jusqu'à vous, justement? Alors, beaucoup de bouche à oreille. Je vous avoue que c'est pas... on me pose la question parfois, mais en fait, ça dépend des dossiers. C'est des recommandations par des anciens clients, c'est beaucoup. Des associations, à force de cibler sur un contentieux, on vous appelle. Moi, je fais beaucoup d'hébergements d'urgence, par exemple, des enfants dans la rue et des familles dans la rue. Donc, effectivement, pour vous dire, même le SAMU social donnait mon numéro. Au bout d'un moment, il y a des gens à appeler en leur disant allez voir cet avocat, il peut vous aider. Donc, disons qu'à force, sur des sujets donnés, on est visible. Après, sur des sujets qui ont des impacts sociétaux, c'est où je représente des personnes morales. Là, c'est plus des associations qui viennent me voir, avec lesquelles on est en lien. Voilà. Donc, typiquement, sur l'hébergement d'urgence, c'est venu de personnes que vous avez aidées? En fait, l'hébergement d'urgence, c'est une histoire assez folklorique. Tout a commencé en décembre 2022 où il y avait le centre ukrainien à la Villette qui était du coup dédié à l'hébergement des Ukrainiens bénéficiaires de la protection temporaire. Et l'idée, c'était d'ouvrir les places parce qu'il restait des places vacantes une fois tous les Ukrainiens étaient hébergés pour les personnes dans la rue en raison de la saturation du 115. Et donc là, on a fait un contentieux avec Utopia 56, que je représentais, et Médecins du Monde, pour pouvoir ouvrir les places vacantes de la Villette, du GL Center. Donc on est arrivé jusqu'au Conseil d'État. Au Conseil d'État, on nous a dit... d'abord, le tribunal nous a dit, administratif, il faut garder des places de manière prospective, puisqu'il y a des Ukrainiens qui arrivent. Et sachant que nous, notre propos est de dire... une fois que tous les Ukrainiens sont hébergés, quelle place il reste? Et si jamais le centre est plein, vous dites 0 place. Et voilà. Donc voilà. Et on nous a deuxième motif, c'était il faut pouvoir accueillir à tout moment les Ukrainiens. Et on a créé un centre pour ne pas engorger le 115, alors que nous, ce qu'on demandait, c'était de désengorger justement. Donc, pas bien compris les motifs de l'ordonnance. Donc, on a fait appel, on a été audiencé au Conseil d'État. Le Conseil d'État, comme au tribunal administratif d'ailleurs, on nous a dit qu'en Ukraine, il faisait froid aussi, le ministre de l'Intérieur. Et la préfecture, voilà, j'ai pas tout de suite compris l'argument. L'argument, c'était de dire que les Ukrainiens quittaient l'Ukraine parce qu'il faisait froid et pas parce qu'il y avait la guerre. Et ensuite, au bout d'une heure d'audience, l'Intérieur nous a dit, dit à la présidente, nous sommes disposés à ouvrir les places. Bon, moi, je sentais le traquenard. C'était le 16 décembre. Et le 17, donc c'était un samedi, Olivier Klein, à l'époque ministre du Logement, tweet nous avons ouvert 200 places dans le GL Center, le gouvernement avec les enfants dans la rue. Gouvernement qui faisait appel sur mes ordonnances pour les remettre dans la rue quand je gagnais en première instance. Sauf que ce qu'a fait Olivier Klein, c'est qu'il a réquisitionné un autre bâtiment du GL Center pour mettre... donc, il ne faut pas mélanger les Ukrainiens et les Ukrainiens, donc il a réquisitionné un autre bâtiment. Ce qui fait que nos conclusions tendant à l'ouverture des places vacantes avaient toujours un objet, quoi. Sachant qu'à l'audience, ils nous ont dit, chiffre qu'on n'a pas pu vérifier, mais qu'ils ont cité à l'oral, 120 Ukrainiens sur 250 places, et au plus haut de la guerre, 160. Donc ça veut dire que même au plus haut de la guerre, il y avait encore des places. Il y avait même une grosse centaine de places, quoi. Voilà. Ouais. Et puis dans tous les cas, même si on pousse le raisonnement loin, nous on demandait les places vacantes une fois qu'ils sont hébergés pour éviter d'avoir le débat de pourquoi les Ukrainiens avant ou autre. C'est vraiment ok, d'abord les Ukrainiens, mais voilà. Et la juge des référés du Conseil d'État nous rend cette ordonnance le 19 décembre en nous disant... Donc on a une note en délibéré quand même de l'intérieur à laquelle on n'a pas eu accès puisque c'est pas fondé dessus, qui nous dit en gros, qui disait vraisemblablement on a ouvert les places, circulaire rien à voir. C'est ce qu'ils font généralement quand ils savent qu'ils vont perdre. Mais là en fait, ils ont ouvert les places alors qu'ils avaient gagné. Enfin ils savaient pas, mais en tout cas la juge nous dit... nous dépeint un portrait accablant et effarant de la situation des personnes dans la rue. Il y a des femmes enceintes, des enfants qui peuvent mourir, il fait froid.
Vraiment, on n'a même pas besoin de le lire le dispositif. Normalement, ça va en joindre. Et 2 motifs avant la fin. On nous dit, toutefois, en substance, eu égard aux conditions d'approvisionnement en électricité en Ukraine, une vague d'Ukrainiens peut arriver à tout moment, ce qui peut remplir le centre à sa capacité maximale. Alors que ça n'a jamais été prouvé. Et en tout état de cause, si le centre venait à être plein, vous dites 0 place ce soir-là et c'est bon, en fait. Donc c'était vraiment à rebours, en fait. C'est du droit prospectif, quoi. Enfin, sachant qu'il y avait 4 Ukrainiens par semaine qui arrivaient. On avait les chiffres. C'était voilà. Et le deuxième motif, et au moins on nous l'a dit, c'est ce que vous demandez, à savoir désimperméabiliser un centre ad hoc qui a été créé pour les Ukrainiens de façon à les héberger. Ça viserait, pour y mettre à l'abri du coup des non-Ukrainiens dans la rue en raison de la situation du 115, ça viserait à remettre en question des choix politiques. Et ça, vous nous comprenez, juge des référés du Conseil d'État, on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est une jurisprudence qui est mobilisée par le Conseil d'État depuis Calais. Quand on arrive au bout du droit, on dit c'est politique. Donc, et qui définit ce qu'il est et ce qu'il n'est pas? Le Conseil d'État. Donc on a, voilà, en fait, ça veut dire que si on raisonne un peu de manière macro, juridiquement, il y a les actes de gouvernement qu'on ne peut pas ab initio contester, on nous le dit, et il y a des actes où le juge des référés contrôle l'action de l'administration, et jusqu'à un certain point. Et au bout de ce point-là, on arrête. Voilà, c'est une jurisprudence. On admet que le droit a ses limites. Voilà. A ses limites. Mais avec la qualification de ce qui est politique et ce qui n'est pas, qui est imparti parfaitement au Conseil d'État. Et donc, la juge nous a quand même invité à la fin, en tout cas les personnes qu'on représentait pas, parce qu'on représentait 2 personnes morales, mais les personnes qui étaient dans la rue, si elles s'y croyaient fondées, à saisir individuellement le juge. Nous, on les a pris au mot, on nous a invités, donc on a répondu à l'invitation, et on a saisi, on était à 10 requêtes par semaine de référés à Liberté, à Paris. Et donc là, en fait, c'était la première fois qu'il y avait une vague de saisines massives du juge des référés Liberté pour mettre à l'abri des familles avec des enfants dans la rue. Et donc, ils se faisaient largement condamner au début. Après, ils ont commencé à faire appel sur nos ordonnances. Au début, j'étais tout seul, et très rapidement, dans les semaines qui ont suivi, j'ai un confrère qui est un ami aussi par ailleurs, Roman Sang, et on travaillait avec Utopia 56, qui est à Hôtel de Ville, qui chaque soir fait une permanence à 18h pour pouvoir trouver des hébergements solidaires pour les personnes qui se présentent et qui n'ont pas d'hébergement. Hébergement solidaire, c'est des personnes physiques qui mettent à disposition leur logement pour une nuit ou 2 pour pouvoir accueillir des familles avec des enfants dans la rue. Il y a des églises voilà. Et donc, il n'y a pas de logement pour tout le monde. Donc, en fait, nous, on a dit, il y a une voie contentieuse. Donc, on va la prendre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'était pas du tout mobilisée aussi massivement avant. Et donc, on a commencé à gagner. Ils faisaient appel sur nos ordonnances en nous disant il y a pire dans la rue, parce que c'était l'argument de la hiérarchisation de la détresse. Les juges ne savaient plus quoi juger. Nous, on nous l'a dit une fois. Un juge a dit on ne sait plus quoi juger. Donc, on gagnait, on perdait. Et en fait, voilà, après, il y avait des situations très indignes de la part, une posture d'indignité de la part de l'administration. On m'a déjà écrit dans un écriture, ça je le répète et je le répéterai autant de fois qu'il faut, les conditions climatiques étaient plus favorables en Espagne. En gros, ils avaient qu'à rester en Espagne. On me l'a écrit. Ça, c'est la préfecture de région qui me l'a écrit dans un mémoire. On m'a dit à l'audience qu'une voiture, c'était un hébergement d'urgence. Donc, il n'y avait pas d'urgence puisqu'il dormait dans une voiture. Un enfant qui n'avait pas de bras et qui avait une jambe plus courte que l'autre, avec ses 4 frères et sœurs, ses 4 frères et sa maman, on les fait héberger en première instance. La DIAL, donc la direction interministérielle, fait appel pour les remettre dans la rue, et à l'audience, ils viennent pas et ils écrivent dans la mémoire en défense « Madame allègue du handicap de son fils », sans toutefois le prouver. Et le petit est à ma gauche dans la salle d'audience. La juge des référés s'est indignée en disant « c'est pas normal », ça l'a pas empêché d'annuler l'ordonnance qui enjoignait l'hébergement au motif qu'il y avait pire dans la rue. Ils font partie des familles les plus vulnérables. Donc il y a eu ce développement de cette jurisprudence-là. Et donc on a compris au fur et à mesure de nos appels, de leurs appels, qu'en dessous de 6 ans, on ne discutait pas trop de la vulnérabilité. Au-dessus de 6 ans, c'était des adultes. Donc voilà, un enfant qui a plus de 6 ans dans la rue, il faut une vulnérabilité particulière pour qu'il soit hébergé. Et donc la seule personne que j'ai réussi à faire héberger au Conseil d'État, après passage au Conseil d'État, c'était un enfant de 15 ans qui avait un cancer à la gorge et qui ne pouvait pas se faire opérer tant qu'il était dans la rue. Et encore, la DIAL à l'audience a challengé en disant oui, mais c'est pas très grave, il peut aller à l'hôpital et après revenir.
Tout ça pour à la fin, au final, dire c'est bon, on a trouvé un hébergement. Donc voilà, on a créé ce contentieux-là. Donc tout est parti de là, de ce contentieux d'ouverture des places vacantes ukrainiennes. Et donc on a mis à peu près 200 familles à l'abri en un an. On a eu le barreau qui nous a prêté main forte pendant la trêve hivernale, puisqu'au début, nous, on était à Hôtel de Ville avec Roman, et on scannait des pièces sous 1 degré. Donc on ne pouvait pas décemment demander de l'aide aux consoeurs et aux confrères de venir avec nous sous des lampadaires. Donc on a mis, pendant la trêve hivernale, il y a la Chorba, qui est une association qui distribue de la nourriture gratuitement pour tout le monde, et notamment pour les personnes à Hôtel de Ville pendant la trêve hivernale, qui sont dans les locaux de la mairie de Paris, le soir, c'est le self. Voilà. Et donc le barreau avec Barreau Solidarité, a pu négocier une salle où on pouvait recevoir les familles au moins au chaud, de façon à pouvoir étudier les situations. Et donc ça, on a eu du renfort pendant la trêve hivernale 2023. Et après, on est de nouveau retrouvés à 2. Et donc on a bien continué notre rythme de condamnation jusqu'à octobre. Et après, on a eu les SAS régionaux. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, dans le cadre des JO, ils font en sorte de nettoyer socialement Paris et ils mettent les gens ailleurs. Donc ils envoient à Angers, il y a 10 SAS en France. Et donc nous, on ne comprenait pas ces SAS, puisqu'en fait, on avait obtenu pas mal d'avancées jurisprudentielles, notamment une où maintenant l'hébergement, quand il est donné à l'audience, il faut qu'il soit pérenne, adapté et assorti d'un accompagnement social. Ça, c'était la plus grande avancée qu'on ait eue en hébergement d'urgence depuis que ça existe. Donc les familles ne pouvaient pas être remises à la rue une fois que le juge disait hébergez-les, ce qui était le cas avant. Donc ça, c'était bien. Sauf que les SAS, c'est une période de 3 semaines d'hébergement. Et pendant 3 semaines, il y a un examen de la situation administrative des personnes. Donc il y a une confusion déjà entre le séjour et l'hébergement d'urgence, qui ne sont pas liés en réalité. La seule exception, et c'est une restriction, c'est pas une privation, c'est quand vous avez une OQTF ou vous êtes débouté définitivement du droit d'asile, vous devez faire état de circonstances exceptionnelles pour pouvoir accéder à l'hébergement d'urgence. On ne sait toujours pas ce que sont ces circonstances exceptionnelles, c'est à l'appréciation du juge, mais ce n'est pas une privation, c'est juste une restriction, et faire état d'une circonstance exceptionnelle. Et pour l'instant, on les a toujours obtenues. Et donc il n'y a pas de lien en fait, entre le séjour et l'hébergement, mais en fait, le gouvernement fait en sorte, une fois que les personnes arrivent, il y a l'OFII et la préfecture qui viennent et qui se disent bon, faites une demande d'asile. Alors que les personnes ne sont pas toutes concernées par la demande d'asile. Elles répondent non. Bon, venez faire une prise d'empreinte, vous voulez travailler en préfecture, on va faire une prise d'empreinte. C'est pour mettre des OQTF derrière. Et moi, j'ai des clients qui sont allés avec leur bébé de 5 mois et on leur a dit ça, asile, c'était algérien, donc sauf hypothèse particulière, ils ne sont pas concernés par l'asile. Ensuite, on leur a dit, venez, vous travaillez quoi en Algérie, dans quoi en Algérie? Vous étiez dans l'hôtellerie, venez, on va faire une prise d'empreinte. Je leur ai dit, n'y allez pas, vous allez prendre une OQTF. Et là, qu'est-ce qu'a fait la préfète du Bas-Rhin, puisque c'était à Strasbourg? 7 gendarmes dépêchés dans le SAS. Dans le SAS, c'est-à-dire que c'est comme si dans un hôtel du 115, on dépêchait des gendarmes. Interpellation, vérification du séjour, OQTF, IRTF. Et le Coalia qui gère le centre leur a dit, soit vous restez dans le centre, dans le SAS, soit on vous place en rétention ou en centre de réparation au retour. Sauf que eux, ils sont allés là-bas pour se faire héberger et non pas expulser, puisque le juge avait constaté à Paris, il y a un hébergement à Strasbourg, il est pérenne, il a marqué dans l'ordonnance pérenne. Donc ils sont revenus à Paris. Le 115 s'est excusé à demi-mot. Ils les ont réhébergés pendant 3-4 jours. Ils ont remis à la rue un vendredi. Je me souviens, il pleuvait. Samedi, je saisis pour eux. J'ai l'audience lundi. Et là, la préfecture de région me dit ils sont partis volontairement. Toute la théorie des départs volontaires. Je dis comment vous pouvez considérer que des personnes qui sont placées dans une situation comme celle-ci sont partis volontairement. En fait, ils auraient dû rester, aller en rétention et se faire expulser. C'est ça. Bientôt, peut-être qu'on considérera que les centres de rétention sont des hébergements d'urgence, quoi. Et du coup, le problème des SAS, c'est qu'on n'avait pas ce caractère pérenne, en fait, puisque par construction, les 3 semaines permettent justement de dégager des gens ensuite. Et en fait, moi, j'ai ressuscité le débat, en fait, parce que la préfecture me disait oui, on comprend bien ce que veut mettre Djemaoun, il faudrait que le préfet de la région empêche des OQTF. Je dis non, mais c'est pas la question. C'est-à-dire que quand des personnes sont dans les hôtels du 115, ils sortent faire leurs courses, ils peuvent se faire interpeller. Mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils sont interpellés parce qu'ils sont dans le SAS. Et c'est comme si on interpellait des gens dans les hôtels du 115. Ça n'existe pas. Sauf que là, le dispositif ad hoc tel qu'il est créé permet ça. Et le juge me répond
dans l'ordonnance la circonstance qu'ils pouvaient placer en rétention ou au centre de réparation au retour, et sans incidence sur la nature volontaire de leur départ. Bon. La messe est dite, j'ai fait appel au Conseil d'État. Le Conseil d'État n'a rien trouvé à redire. Et leur bébé était à l'hôpital, donc j'ai fait un article 39 à la CEDH, et on m'a répondu que pas de mesure provisoire non plus. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, on avait épuisé toutes les voies juridiques possibles, puisqu'on avait vraiment saisi pour des familles avec des détresses. Une femme dialysée 3 fois par semaine en attente de transplantation de rein. On m'a dit elle peut être dialysée à Angers. J'avais une mère qui avait accouché il y a 7 jours. Cette histoire, elle m'a marqué. Elle avait des saignements à l'audience. C'était un samedi. Elle arrive avec son bébé de 7 jours et son autre fils de 2 ans et son mari, transféré à Angers. J'ai dit, écoutez, en fait, elle a des saignements à l'audience, c'est pas possible. Donc au moins différer le... Voilà, ils sont d'accord pour partir, mais juste différer. Et la juge pose aucune question. Moi, je veux leur prendre un Uber, parce qu'ils étaient... En fait, ce que fait l'État maintenant, c'est qu'ils les mettent dans des hébergements de transition 2-3 jours, et il y a 2 départs par semaine vers les SAS. Donc en attendant, soit ils sont au GL Center, oui, parce que c'est au GL Center qu'ils partent. Donc c'est un peu la boucle est bouclée. Donc en fait, nous, on a demandé les places vacantes. Maintenant, le GL Center sert de SAS dans le SAS, en fait. Et donc ils vont aller, c'était à Garges-les-Gonesse. Je vais leur prendre un Uber, sauf que le Uber ne prend pas, parce qu'il n'y a pas de siège bébé, tout petit. Il y a eu un article là-dessus, non? Ouais, dans le journal. Il y avait BFM qui avait fait un truc là-dessus. Ouais. Et en fait, donc ils y vont par leurs propres moyens. Elle fait un malaise dans le métro. Elle est récupérée par une dame qui était là. Elle me fait une attestation, cette dame, en disant en fait, elle a de la fièvre, des saignements au bas-ventre. Voilà. Je fais une note en délibéré à la juge le dimanche. Le lundi, j'ai cette même juge pour une autre famille de 17 jours, un autre enfant. Et je dis, regardez, la famille que vous avez vue samedi, elle n'a même pas pu se rendre à l'hébergement solidaire, enfin de transition. Et là, elle me dit, la juge, oui, mais en fait, c'est un dossier différent. Et là, j'explique les conséquences de l'accouchement. Elle me dit, vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est un accouchement. Je suis moi-même mère. Donc déjà, elle subjectivise le débat. Je trouve ça lunaire pour une juge. Et en plus, moi, homme, j'ai rien à dire et je peux pas défendre ma cliente parce que je sais pas ce que c'est un accouchement. Enfin non, mais on était vraiment sur... voilà. Donc elle a rendu un non-lieu en disant, il n'y a pas de problème. Elle peut voyager à Angers. Donc j'ai fait appel au Conseil d'État. Le Conseil d'État m'a audiencé 9 jours plus tard. Et pour au final me dire, au début de l'audience, bon, elle va mieux votre cliente maintenant. Elle peut voyager. 9 jours plus tard. Voilà. Donc on a tout essayé. Sur des situations, voilà, 7 jours, femme dialysée 3 fois par semaine, si elle loupe une dialyse, elle meurt. On nous a dit, il n'y a pas de problème. Donc on est vraiment dans un aspect politique de la chose, puisque si on était dans l'aspect juridique, on prendrait en compte la circonstance que les SAS sont par construction pas pérennes, et donc que la jurisprudence du Conseil d'État, qu'il a lui-même consacrée en janvier 2023 sur un de mes dossiers, n'est pas respectée. Mais en fait, voilà, on se situe hors du droit. Et en fait, on nous le dit, on se cache au soleil, quoi. On nous le dit, voilà. Et maintenant, dès qu'on saisit, donc on pouvait saisir que pour des personnes qui étaient d'accord pour partir en SAS. Et depuis cette histoire de personnes en situation irrégulière, maintenant, on peut saisir que pour des personnes d'accord et en situation régulière. Régulière dans le sens soit en demande d'asile, soit en cours de demande de séjour. Ou, voilà. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est 1% des personnes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la rue à Paris, voilà, qui ont des soins médicaux. On va leur dire, ouais, vous pouvez vous faire soigner. Il y a des hôpitaux aussi ailleurs, alors que les soins peuvent être... voilà. Enfin, donc, voilà, ça c'est pour la partie contentieux de l'hébergement d'urgence. Et maintenant, du coup, on saisit aussi contre la ville de Paris. Enfin, je saisis contre la ville de Paris pour qui a une compétence pour les femmes enceintes et les femmes seules avec leur enfant de moins de 3 ans. Ce qui n'est pas la majorité des cas non plus des personnes dans la rue, mais au moins ça permet de pouvoir faire héberger des personnes qui relèvent de cette situation-là. Comment est-ce que vous tenez le coup et le rythme avec... Comme je peux. Non, mais je veux dire, avec une réponse telle. Enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des dossiers que vous prenez plus parce que vous savez que de toute façon, il y a une issue juridique, politico-juridique qui a été donnée. Et donc, en fait,
c'est juste des efforts désespérés, quoi. Mm. Est-ce que vous continuez parce que vous partez du principe qu'au bout d'un que le barrage peut finir par faillir? Enfin, comment vous vivez ça, vous, comme professionnel, en fait, derrière ces situations, les chances de succès, enfin, tout ça, quoi. Bah, c'est compliqué enfin, c'est frustrant en fait juridiquement. C'est-à-dire que bon, ça fait longtemps que j'ai déconstruit le droit et sa portée. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai vu, et en fait, ce qui me permet de voir que c'est pas vain, c'est que en fait, pendant un temps, ça a fonctionné. Et en fait, comme toute brèche, quand on l'ouvre, au bout d'un moment, voilà, on veut la refermer. Mais pour avoir fait des contentieux, pour le dire très simplement, où il y a de l'argent, urbanisme, éolien, voilà, je vois un traitement des dossiers très clairement différent. Déjà, nous, on n'a pas de conclusion du rapporteur public. Hein. C'est quand même, c'est une possibilité, mais au final, ça devient une automaticité. Parce qu'il y a aussi peut-être un problème conventionnel sur le terrain conventionnel. Mais bon, ça, c'est une autre question. Mais je vois vraiment une différence de traitement pour vraiment bosser sur des dossiers sur ces deux terrains-là. Et je me dis que du coup, le droit peut être appliqué. Enfin, je veux dire, c'est pas une fiction juridique, voilà. Et je sais que moi, je m'inspire beaucoup de solutions qui ont été dégagées dans d'autres contentieux, où la procédure administrative contentieuse s'applique, hein, urbanisme ou autre, qui est parfois dérogatoire, mais en tout cas parfois aussi de droit commun, sur le droit des étrangers. Et en fait, le fait de pouvoir appliquer cette technicité juridique acquise dans d'autres contentieux en droit des étrangers ou plus généralement en droit et libertés fondamentaux, bah, ça permet d'avoir des résultats. Et en fait, quand on est carré juridiquement, même si on a effectivement un sous-jacent politique, dans le prétoire, on fait du droit. Et donc, normalement, on doit parler la même langue avec les avocats, les juges. Donc, si on parle la même langue, forcément, il y a, au bout d'un moment donné, je veux dire, tout n'est pas binaire, c'est-à-dire, c'est pas, mais il y a une marge d'appréciation. Mais l'idée, c'est de pouvoir, par la technique et par le droit, de pouvoir effectivement avoir des solutions concrètes pour des personnes qui sont dans des situations d'ultra précarité. Vous avez un exemple, par exemple, de mécanisme juridique, contentieux, procédural que vous êtes allé chercher dans une branche du droit qui n'est pas la branche entre guillemets du droit des étrangers et que vous avez obtenu des résultats sur ces problématiques-là à partir de ça? Oui, j'en ai un là qui vient. C'était une cliente qui était en zone d'attente. Elle arrive à Orly, elle rentre de vacances. Carte de résident, donc au-dessus c'est la nationalité. Ça fait quand même 10 ans qu'elle est à Paris, enfin en France. Voilà. Elle arrive à sa carte de résident, elle rentre de vacances, donc elle rentre chez elle. Elle arrive à la PAF lui dit ben non, en fait on vous retire votre carte, on vous met un refus d'entrée en France et on vous place en zone d'attente et vous avez 1 jour pour pouvoir saisir un juge, sinon on vous renvoie dans votre pays. C'est donc qu'elle est rentrée chez elle. Et en fait, ce qui est quand même assez bizarre. Et donc, je fais liberté, on est audiencé en 1 jour, enfin en quelques heures même. Et à l'audience, on apprend par le ministre de l'Intérieur qu'il y a eu une OQTF de 2020, enfin un retrait de carte de 2020 a sorti d'une OQTF qui du coup, lui a retiré sa carte. Et sauf que dans ce retrait de carte, ça avait été notifié à une adresse pour fin de vie commune, à une adresse justement où la préfecture savait qu'elle ne vivait plus. Et donc, il y a en droit fiscal, ça a été dégagé d'abord en droit fiscal de mémoire par le Conseil d'État, en disant, quand l'administration envoie un courrier, déjà la preuve de la régularité de la notification de ce courrier impartie à l'administration, mais du coup, pour aller plus précisément, c'est que le délai de garde de la Poste, à 15 jours, c'est l'administration qui doit prouver que la Poste a gardé 15 jours le pli. Et ça, c'était dégagé en fiscal. Et sauf que moi, dans mon cas, il y avait déjà la problématique de l'intérieur, parce qu'elle avait porté plainte pour violence conjugale, et c'est pour ça qu'elle avait quitté le foyer conjugal.
et l'administration lui notifie un retrait pour fin de vie commune qu'elle avait appris par la plainte, déjà, au domicile où elle savait qu'elle résidait plus. Donc voilà. Parce qu'elle se faisait taper dessus. Voilà. Et la date à laquelle la préfecture a dit la fin de communauté de vie, c'est la date de la plainte. Voilà. Darmanin. Et donc là, j'ai effectivement utilisé le fait que le retrait de carte, en tout cas l'arrêté portant retrait assorti d'une OQTF, était inopposable au motif que l'administration n'apportait pas la preuve de la régularité du séjour, la régularité de l'administration, de la notification de l'arrêté. Et donc elle est sortie, elle a été libérée. Et d'ailleurs, c'était dans ce dossier-là, parce que j'en ai eu 2 dossiers à 1 mois d'intervalle quasiment similaires. Le juge, parce qu'il y a le délai, en fait, pète à minuit, heure. Donc en fait, à 1h du matin, elle peut être mise dans un avion. Et le juge dit, à l'audience, vous aurez ma réponse demain matin. J'ai dit, on va avoir un sujet, monsieur le président, parce que voilà, à minuit, on peut la mettre dans... Et là, il y a l'escorte derrière, et je le remercie encore, qui dit, nous avons, il y a un vol prévu à 7h15 demain. Et le juge lui a dit, vous allez attendre. Bon, ils ont attendu. Il a rendu sa décision à 8h30, je crois. Et du coup, il est sorti de zone d'attente. Et donc après, il fallait, parce que l'intérieur ne voulait pas lui restituer sa carte. Et donc on a après il a fallu faire une autre procédure. Ah bah oui, j'ai fait 8 procédures pour elle. Restitution de carte, finalement, après 1 an. Donc voilà. Donc pendant 1 an, elle n'a pas eu de carte de séjour. Récépissé. Où je devais saisir en référé libertaire à chaque fois, puisque quand elle demandait le renouvellement, il n'y avait rien, donc elle perdait son emploi. Voilà. Donc ça, c'est un exemple sur le délai de garde. C'est des dispositions du code des postes et télécommunications. Vous avez, ou c'est trop déprimant, un pourcentage de succès sur quoi ? Sur ces opérations-là. Vous voulez dire de manière générale sur le contentieux ? Sur ce contentieux-là. Le contentieux Le contentieux où il y a des considérations qui sont très politiques. Si on exclut vos dossiers, typiquement, les quelques dossiers de droit d'urbanisme que vous prenez. Oui, après, l'OFI, donc les conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile, rien que l'an dernier, je les ai fait condamner 45 fois. Okay. Parce qu'en fait, si l'OFI, c'est une autre, encore une parenthèse. Planète, ouais. Ah oui, non, mais l'OFI, j'ai encore hier, ce matin, là, j'ai eu l'ordonnance positive pour un couple avec une maman avec leur enfant de 10 mois dans la rue, en demande d'asile depuis le 25 octobre. Et en fait, l'OFI est censé proposer, légalement même, dès les conditions matérielles d'accueil, dès le début de l'enregistrement de la demande d'asile. Sauf que donc l'OFI donne un papier en disant votre demande d'asile a été enregistrée, les conditions matérielles d'accueil vous ont été proposées, et là la personne coche j'accepte, je refuse de signer. Et en fait, l'OFI, quand il y a des enfants seuls en demande d'asile, refuse de donner les conditions matérielles d'accueil quand c'est un enfant seul, et invite les parents à faire des demandes d'asile sur celles de leurs enfants, alors même qu'ils n'ont aucun risque. Type, l'enfant, c'est une fille, elle a un risque d'excision, donc c'est un risque personnel, donc il n'y a pas de raison pour lesquelles les parents doivent faire une demande d'asile, mais pour autant, l'OFI dit, si vous ne faites pas de demande d'asile sur celle de votre enfant, vous n'aurez pas les conditions matérielles d'accueil. Et donc ça, moi j'ai mis ça au jour au contentieux. Donc à chaque fois, l'office faisait condamner, mais avec une défense indigne. Hein. Une fois, je crois que c'était un dossier de Roman, il avait dit dans une décharge, il n'y a pas d'urgence. Ils ont écrit ça dans un mémoire de défense. Mais moi, je ne comprends même pas qu'ils mettent ça par écrit. Mais bon. Et là, donc là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on obtenait les conditions matérielles d'accueil, donc ce qui est en fait un hébergement en CADA ou en UDA, et un peu d'argent. C'est de l'ordre de 16 € par jour quand il y a 3 personnes, par exemple, à peu près. Ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui est beaucoup pour ces personnes-là. Donc en fait, il y a une carte normalement qui est donnée. C'est une carte, la carte d'allocation pour demandeurs d'asile, c'est une carte bleue, qui permet en fait de pouvoir percevoir l'allocation. Sauf que pour les enfants seuls en demande d'asile, l'OFI refusait cette carte en disant en fait, s'il n'y a pas de majeur enregistré dans le logiciel, nous on ne peut pas la générer. C'est juste qu'ils ont oublié l'hypothèse d'un enfant seul en demande d'asile.
Et ils avaient tenté de faire juger au Conseil d'État en 2019 que le fait que l'enfant, enfin que le CESEDA, le code de l'entrée et du séjour du droit d'asile des apatrides, prévoit une condition de majorité pour pouvoir percevoir l'ADA, s'oppose à ce que l'ADA soit donnée à un enfant mineur. Le Conseil d'État est de dire non, vous passez par les parents. Sauf que dans l'hypothèse du Conseil d'État, les parents avaient déjà eu la qualité de demandeur d'asile. Et donc, du coup, par définition, le Conseil d'État, matériellement, il pouvait faire une fiction juridique et passer par les parents. Sauf que l'OFII ne le faisait pas. Donc, quand il y avait un enfant, nonobstant la jurisprudence du Conseil d'État et que les parents avaient déjà été demandeurs d'asile, ils ne donnaient pas. Donc, en fait, vous avez des gens qui étaient demandeurs d'asile, mais sans rien, sans condition matérielle d'accueil, donc dans la rue. Donc, quand j'ai commencé à saisir pour des enfants seuls en demande d'asile, j'ai eu ce cas-là. Donc, moi, je demandais classiquement l'hébergement et la carte. Et là, on obtenait la carte. L'OFII, du coup, demande un RIB CARPA ou un RIB de la famille pour payer l'ADA. Donc, ils ont cru que j'étais collaborateur occasionnel du service public et que j'allais... je ne sais même pas, un CARPA, on peut même partir en espace. Enfin, je sais pas. Voilà. Moi, j'attaque la décision révélée dans le mail qui conditionne le versement de l'ADA à la production d'un RIB CARPA, un RIB de la famille. J'obtiens la suspension, ils font un pourvoi en cassation contre ordonnance. Et du coup, moi, je modifie en référé liberté mes conclusions. Je ne demande pas la location de demandeur d'asile, je demande l'allocation de demandeur d'asile conformément à l'article D553-18 du CCDA qui prévoit la délivrance de la carte. Je gagne. Ils font appel en tant que, au Conseil d'État, en tant que le juge des référés du Théâtre de Paris a enjoint la carte à l'exclusion de tout autre moyen de paiement. Donc on se retrouve dans le Conseil d'État avec cette question. Le Conseil d'État n'a jamais été saisi de cette question. Il avait juste été saisi en 2019 de est-ce qu'on peut donner l'ADA à un enfant mineur. Et là, l'OFII dit il y a une contrainte juridique, technique, on ne peut pas générer de carte s'il n'y a pas de majeur dans le dispositif national d'accueil. Et sauf que l'enfant, il n'est pas hors sol, en fait. Il y a les parents, quand il est hébergé, il est avec les parents. Enfin, voilà. Et l'OFII nous parle de risque terroriste qu'il faut vérifier. Donc il faut ouvrir un compte bancaire. Sauf que pour ouvrir un compte bancaire, il faut un passeport en original ou une pièce d'identité en original, ce que n'ont pas forcément les demandeurs d'asile. Et l'OFII se prévaut d'une convention tripartite avec la Poste qui dit que juste sur présentation de l'attestation de demandeur d'asile, on ouvre un compte bancaire. Sauf que ça s'applique pour les attestations de demandeur d'asile de majeurs, pas pour mineurs. On ne peut pas ouvrir un compte bancaire pour mineurs. Donc en fait, les parents non demandeurs d'asile d'un enfant en demande d'asile doivent ouvrir un compte bancaire, donc ne peuvent pas. Et donc effectivement, il n'y a pas l'ADA. Et donc, l'article en question dit en gros, à titre principal, c'est sur la carte, et à titre transitoire par dérogation, et notamment dans les départements d'outre-mer, c'est quand même beaucoup de conditions, vous pouvez verser l'ADA via un RIB. Sauf que ça a été normalement pour les dom-tom, en fait. Ça n'a pas du tout été pensé pour ça. Et du coup, la question de savoir est-ce que ça s'applique ou pas, bon, le juge des référés a dit pragmatiquement ça s'applique. Bon. Et du coup, la preuve, il fallait apporter la preuve d'un refus de guichet d'ouvrir, ou d'une impossibilité d'ouvrir un compte bancaire. Donc, moi, j'ai eu 8 audiences comme ça au Conseil d'État, parce qu'à chaque fois, je gagnais, et du coup, ils faisaient appel. Parce que le Théâtre de Paris, en fait, considérait que c'était n'importe quoi et qu'il fallait, effectivement, nonobstant les juridictions du Conseil d'État. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai accompagné une cliente à la Poste. 3 postes différentes, parce qu'on n'a pas voulu me faire l'attestation tout de suite. J'ai eu une attestation en disant on ne peut pas sans pièce d'identité originale, parce que à chaque fois, c'est des cas d'espèce. J'avais des CADA qui me disaient nous, on n'a jamais vu de demandeur d'asile enfant en CADA, mais ils m'appelaient quand ils s'étaient hébergés. Comment vous avez fait pour obtenir les CMA pour un enfant? Et c'est pour vous dire à quel point l'OFII était. Voilà. Et finalement, j'apporte la preuve de l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire. C'était la 7e audience quand même. Et là, le juge des référés, il me dit bon, maître, ok, vous avez obtenu la preuve d'une impossibilité d'ouvrir un compte bancaire. Mais bon, c'est un peu de leur faute s'ils n'ont pas de passeport. Je lui dis attendez, vous reprochez à un demandeur d'asile de ne pas avoir de passeport? Elle m'a dit ah non, ils ne sont pas demandeurs d'asile. Parents d'un enfant en demande d'asile. Je lui dis oui, mais s'ils avaient été majeurs, ok, comment ça se passe? Ils se présentent au guichet, ils n'ont pas de pièce d'identité, comme beaucoup de demandeurs d'asile. Je m'appelle un tel, je suis dans tel pays, à tel endroit, on me génère une attestation, il n'y a aucune vérification des données, et sur la base de cette attestation, on me génère une carte. Et l'avocate au conseil en face de l'OFII me disait oui, mais c'est la même chose d'ouvrir un compte bancaire, c'est les mêmes vérifications d'ouvrir un compte bancaire que créer la carte. Je dis en fait non. Et elle m'a quand même dit on peut ouvrir un compte bancaire sans pièce d'identité en France. Je lui ai demandé à quelle banque et on y allait ensemble. Elle n'a pas su me dire la banque. Voilà, donc au final, on me répond ça, donc je tombe un peu dénu. Je dis donc on reproche à ça, et au final, le juge, il a dit mais quel obstacle à aller au consulat
ivoirien en l'occurrence, pour demander de faire un passeport ou une pièce d'identité de façon à ouvrir un compte bancaire, de façon à percevoir l'ADA. Je dis, en fait, toute la Convention de Genève, hein. Ils sont parents d'un enfant de demande d'asile. Ils se rendent auprès des autorités, justement, dont ils estiment qu'ils n'ont pas la capacité de les protéger. Donc ça s'appelle un acte d'allégeance, où, à minima, c'est une rupture, une brèche dans la confidentialité. Et le juge des référés a enjoint, et l'ordonnance est lunaire, et elle n'a pas été assez lue, je pense, à l'OFII d'accompagner au consulat ivoirien mes clients pour refaire un passeport de façon à percevoir la date. Donc en fait, il enjoint de rompre la confidentialité propre à une demande d'asile en informant les requérants, parce que le simple fait d'aller voir un consulat, même si c'est pour refaire un passeport ou autre, c'est considéré comme acte d'allégeance pour une personne déjà réfugiée. Donc en fait, pendant votre demande d'asile, si vous réclamez voilà, vous faites voilà. Et donc on est là-dessus. Et c'est kafkaïen. Voilà, et donc 8 audiences là-dessus. Voilà, donc en fait, c'est que ça. C'est que en fait, moi j'ai un peu l'impression d'être Cervantes, mais c'est juste que je suis pas encore devenu fou, quoi. Voilà. J'aime bien Don Quichotte. C'est une lecture que j'ai assez souvent. Et voilà, c'est juste que j'ai l'impression de combattre des moulins à vent. Parfois, le moulin, il tourne. Sur des situations, et concrètement, voilà, il y a des gens, là par exemple la famille, quand ils sont hébergés, ils pleurent de joie, ils me bénissent assez régulièrement. Je suis beaucoup de fois béni. Dieu vous bénisse. L'avocat béni. Mais voilà, non, mais c'est aussi ça qui nous permet de tenir, hein, vraiment, blague à part, c'est ça qui nous permet de tenir, c'est aussi de voir concrètement que même si, moi, même s'il y a plein de gens qu'on ne peut pas aider, moi j'ai tendance à regarder les gens que je ne peux pas aider, que j'ai pas pu aider, plutôt que les personnes que j'ai aidées. Et en fait, c'est surtout mes proches qui me disent, en fait, quand même, je veux dire, moi je suis au tribunal quotidiennement. Le samedi, souvent, ils ouvrent le tribunal pour moi. C'est devenu une blague maintenant. Avec les greffiers, on ouvre pour vous, maître. Il est ouvert, c'est en permanence, mais parfois, il n'y a que moi en audience. Mais voilà, je viens en fait avec les clients, les requérants. Ils viennent avec leur vie, hein, parfois. Souvent même, des poussettes, leurs vêtements. Parfois, ils les laissent dans des coins pour pas se les faire voler. Et ils arrivent, voilà, démunis, quoi. Moi, j'ai des enfants qui dorment dans la salle d'audience par terre. Ils dorment, ils sont fatigués. Voilà. Et je pense que c'est important aussi que les juges voient cette réalité-là. Parce qu'un dossier avec un nom, un prénom, une date de naissance et des faits, c'est pas la même chose que d'avoir la personne en face de soi, pouvoir lui poser des questions. Où est-ce que vous avez dormi ? Et parfois, c'est vrai que dans les questions des juges, j'ai l'impression qu'ils ne conçoivent pas que... Mais je me souviens, il y a un juge qui nous avait dit « Mais vous dormez pas vraiment dans la rue ». Mais en fait, c'est tellement... Quand il leur explique, mais en fait, on a dormi dans un coin, quand il faisait moins 1 degré, dans une bouche de métro qui nous soufflait, donc de l'air dégueulasse, mais c'était le seul moyen pour pouvoir avoir chaud, ou les halls d'hôpitaux, pardon, qui acceptent encore, hein, ils leur foutent des matelas dans une chambre pour la nuit, mais il y a plein d'hôpitaux, Saint-Joseph qui refuse, voilà, donc dans des bouches de métro et dehors, quoi, dans la rue, à Gare du Nord, là, voilà. Quand on vit à Paris, ça se voit, quoi. On les voit, mais ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, oui, on les voit partout, et c'est. Et puis il y a une forme de. Humanisant pour tout le monde, en fait. Il y a une forme d'habitude aussi. Exactement. Et au début, en fait, les juges, effectivement, je vous dis, on hébergeait jusqu'à 18 ans, des enfants, quoi. Et au fur et à mesure, on a vu du coup la restriction. 6 ans, ouais. Et voilà. Et en fait, la défense de la PREF, c'était la PRIF, préfecture de la région Île-de-France. C'était ouais, mais regardez, la semaine dernière, vous avez eu un enfant de 3 mois. Et là, vous avez un enfant de 10 mois. C'était ça leur défense. Et en fait, c'était. Ils ont quand même été mis sous éclairage médiatique assez fortement. Je me souviens d'un titre de l'Humanité, c'était l'État veut remettre des enfants dans la rue quand ils faisaient appel au Conseil d'État. Et après, ils ont compris que voilà, ils faisaient appel parce que leur argument, leur défense, c'était de dire que moi, je court-circuitais les priorisations du 115. Sauf que nous, on saisissait pour des personnes déjà priorisées. Donc en fait, la priorisation n'était pas du tout effective. Donc en fait, nos référés permettaient de rendre effective une priorisation qui n'était pas. Donc quand on saisit pour des enfants de 3 semaines et qu'on nous dit il y a pire, bon, voilà. Donc il y a une forme d'habitude, ouais. Il y a une forme d'habitude et c'est un peu
c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est ça le plus triste, c'est qu'on s'est habitué à ce qu'il y ait des enfants dans la rue, et en fait, on s'habitue toujours au pire, en fait. Et c'est très violent, en fait, pour un avocat, surtout pour les gens, de pouvoir être face à ça, quoi. Moi, je me souviens, pareil, j'ai plein d'histoires comme ça, euh, en situation régulière, à travailler, en contrat en alternance avec Carrefour, en banlieue parisienne, et on l'envoie à Nantes, je crois, je sais plus quel sas. Mais vraiment, parce que les audiences, il faut savoir, c'est le veille pour le lendemain ou 2 jours après. Et la juge me dit, dans l'ordonnance, elle n'a pas fait de démarche auprès de Carrefour, c'était à Lyon, n'a pas fait de démarche auprès de Carrefour Lyon pour pouvoir éventuellement continuer son alternance. 2 jours. Elle a appris qu'elle partait à Lyon le jour de l'audience. Et voilà, donc on est vraiment dans des trucs parfois complètement injustes. Et c'est vrai que c'est... moi, ce qui me permet de tenir, c'est vraiment de voir que on a un impact et qu'on peut mettre un toit sous la tête de gens qui n'en ont souvent pas eu, quoi. Et qui ont, par ailleurs, si on parle des traumatismes qu'ils ont vécus quand ils ont traversé le racisme en Tunisie, voilà, la Libye, il y a l'esclavage. Voilà, si vous ajoutez ça, plus la période de rue en France, plus la traversée, c'est des réelles situations de danger à la fois physique et surtout mental, quoi. Des gens qui sont résilients, quoi. Je pense que c'est important qu'on puisse leur donner la parole sur... parce qu'en fait, j'ai tendance à constater que dans ces contentieux-là, on parle d'enfants dans la rue, de familles dans la rue, mais en fait, sans trop savoir qui sont ces personnes-là. Je veux dire, dans leur pays, ils avaient un métier, ils avaient une vie, ils n'ont pas quitté leur pays par plaisir, et en fait, ils se retrouvent complètement déshumanisés. Donc, en fait, je trouve que le propos est assez général et on va pas. Il y a eu des articles de personnes qui ont interrogé. Il y a M6 qui avait fait un super reportage, enquête exclusive, l'hiver de la honte, les enfants dans la rue, où ils sont allés voir des familles, voilà, interroger. Mais j'ai plus l'impression, mais ça c'est plus la société qui le veut, ça devient un peu de. C'est pas des non-événements, mais disons que ça peut faire. Ça peut choquer pendant une semaine et après on passe à autre chose, quoi. Et ça, j'ai plus l'impression que c'est la société qui fait que, voilà, la société un peu de l'entertainment, quoi. C'est-à-dire qu'on fait il y a quelque chose qui se passe. Ça me fait penser un peu à l'épisode de Black Mirror. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je me refuse à regarder Black Mirror parce que je pense que ça va me Ah ouais, déprimer. c'est déprimant, mais c'est Ça va très. m'amener beaucoup trop loin Mais voilà, il y a dans un la épisode dépression. où, sans vous spoiler, mais c'est quelqu'un qui dénonce plein de choses qui vont pas et qu'au final, qui finit par faire partie du système. En fait, le système a intégré sa dénonciation, en fait, et sa révolte. En fait, donc c'est un peu, je pense, aussi la société qui évolue en fait dans ce sens-là, quoi. Je pense que moi, je suis né en 92, l'époque de la génération de mes parents, quand il y avait, voilà, c'était l'époque de touche pas à mon pote. Il y avait des gens dans la rue, quoi, pour les étrangers, pour les défendre les droits de manière générale. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, déjà être dans la rue, c'est devenu dangereux dans les manifestations. Et ensuite, j'ai pas l'impression qu'il y ait de réelle mobilisation et de réels combats communs. Enfin, il y a eu dernièrement pour Gaza, mais pareil, c'est retombé un peu. Là, on est sur les élections. Enfin, j'ai plus l'impression qu'on passe de sujet à un autre sans vraiment traiter, sans que le sujet soit réglé, en fait. Et j'ai l'impression qu'avant, il y a 30 ans, on était dans la rue jusqu'à ce qu'il y ait une réponse, qu'elle soit négative ou positive, mais qu'il y ait une réponse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, on se mobilise, mais en fait, il y a tellement de combats qu'on doit choisir nos combats et qu'en Mais fait. voilà, est-ce que c'est pas. Enfin, moi, je m'identifie tout à fait à ce que vous dites, c'est-à-dire. Enfin, je pense qu'il y a à la. Enfin, en tout cas, si je parle que pour moi, je pense qu'il y a à la fois un effet de. Au bout d'un moment, d'autoprotection aussi, c'est-à-dire que c'est une violence envers soi-même que de faire le constat permanent de sa chance et de ses privilèges par rapport à des personnes qui sont dans une situation de détresse qui est inimaginable.
et par rapport à laquelle on ne peut que constater une forme d'impuissance. Ouais. Enfin, ou sinon, tout le monde, effectivement, tout le monde s'engage dans l'associatif et tout le monde a des métiers d'aide. Et ça devient, entre guillemets, une professionnalisation, mais qui est elle-même qui est, entre guillemets, pas donnée à tout le monde. Même, moi, j'aurais pas la force psychique de faire ce que vous faites. Voilà, je trouve que c'est un vrai sujet de croiser dans la rue, dans le métro, en permanence des personnes en détresse. Et en fait, où on a toute la journée, tous les jours, plusieurs fois par jour, un espèce de nœud au ventre de cette confrontation directe avec cette altérité et cette détresse, encore une fois, qui est inimaginable, où au bout d'un moment, c'est les œillères des chevaux, quoi. Ouais. Et cette fermeture, et je pense que ça, c'est sur les micro-interactions du quotidien. Et puis derrière, est-ce que aussi la démobilisation publique, manifestante, tout ce que vous voulez, elle n'est pas aussi liée au fait que finalement, on a quand même un peu l'impression que c'est useless. Enfin, je veux dire que peut y avoir des manifestations et des des mouvements publics pour protester contre certaines réformes, certaines décisions et tout ce que vous voulez, que en fait, de toute façon, la conduite politique, elle est donnée, elle est maintenue. Et donc, au bout d'un moment, passer ces après-midi, ces journées en manifestation, dans des contextes qui, en plus, vous avez souligné, sont souvent dangereux, pour finalement se retrouver avec le sentiment d'impuissance qui est lié à ça. Et c'est ni pour le justifier, ni pour... Non, mais c'est pour l'expliquer. Enfin, je veux dire, et vraiment, je me mets en première ligne de ça, quoi. C'est-à-dire, on a beau être concerné politiquement... Et alors moi, à titre personnel, je fais partie des gens qui vont encore dans les urnes. Enfin, j'ai pas loupé un seul vote de ces dernières années. Et finalement, on en devient minoritaire à se rendre dans les urnes en se disant peut-être que ce bulletin, il a une conséquence sur un choix de société. Mais je suis d'accord avec vous. Je trouve ça concernant d'un point de vue... consternant et ça éveille une forme de se sentir concerné de la manière dont la société se structure et dont les différents acteurs de cette société en tant que groupe, d'un point de vue systémique, créent des situations, ne créent pas, n'essayent plus d'en créer d'autres. Enfin, c'est vrai, c'est mais il y complexe. a aussi ce constat mène aussi au repli sur soi. Il y aura l'individualisme, le fait de mettre des œillères. Mais la première chose, c'est que je pense que le droit, c'est un réel... ça peut avoir un réel pouvoir transformateur sur les choses. Je veux dire, moi, je le vois tous les jours quand on gagne. C'est concrètement là, par exemple, ce matin, c'est une famille hébergée. Voilà. Avec jusqu'à la fin de la demande d'asile. S'il y a la demande d'asile, ensuite, statut de réfugié. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir montrer que par le droit, on peut avoir des solutions concrètes. Ce qu'on ne peut pas forcément avoir en manif ou autre. Et je ne dis pas que tout le monde doit devenir avocat ou avocate, mais simplement l'idée, c'est de se dire, je sais pas, moi, il y a plein de gens qui ne savaient pas qu'on pouvait faire héberger des gens. Je prends l'hébergement d'urgence parce que c'est ce que je connais, mais... Et du coup, mais j'ai cette situation-là, est-ce que vous pouvez nous aider ? Non. Et en fait, je pense que c'est aussi la capacité des gens à connaître le droit et à voir l'impact qu'il peut avoir, qui permet aussi de recréer une forme d'espoir dans la société. C'est-à-dire, quand il y a des travailleurs sociaux qui sont dépassés par... et qui, au final, trouvent cette issue-là en disant, nous... on a, grâce à vous, on a pu accueillir beaucoup plus de familles parce qu'on refusait les familles parce qu'on était saturés, parce que en fait vous pérennisez des hébergements des familles. Bon oui, là il y a un réel impact. Et je parle de ça, mais voilà, je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Mais voir les choses par le prisme juridique et voir l'effet du droit sur la société, ça peut avoir un impact sur la mobilisation des gens. Donc c'est une autre forme de mobilisation, je pense.
Mais après, effectivement, il y a beaucoup de moyens de se mobiliser et de faire en sorte de pouvoir... Après, il y a des sujets sur lesquels, effectivement, voilà, si on pense à Gaza, oui, se mobiliser. Voilà, nous, il y a des concerts qui avaient commencé depuis le début pour les évacuations des familles. Il y a eu... en fait, c'était la demande d'inscription sur les listes consulaires. Ça a été considéré comme un acte de gouvernement puisque c'est non détachable de la conduite des relations internationales de la France. Et il y avait un juge à Paris qui avait dit que le laissez-passer consulaire augmentait les chances de sortir. Le Conseil d'État a dit non. Et donc les concerts se sont heurtés quand même pas mal à c'est Amel Delimi, Lina Egard et Marion Grelot. Et ensuite, on a réfléchi ensemble sur un père qui était réfugié avec ses 4 enfants, qui était en France, ses quatre enfants et sa femme qui était à Gaza, à Rafah. Et en fait, sur l'enregistrement de la demande de réunification familiale. On a obtenu une victoire au Théâtre Paris en référé là-dessus. Mais voilà, on a obtenu l'enregistrement d'une demande de réunification familiale de façon à pouvoir permettre la sortie une fois qu'elle sera possible. Mais par exemple, là, on a saisi aussi pour une famille, pareil, qui était... en fait, par exemple, pour le laisser-passer consulaire, là, c'est là où c'est politique. Pour le laisser-passer consulaire, dans le dossier de mes concerts, on leur avait dit c'est pas utile. Sauf que il se trouve la famille a pu sortir et un des fils qui avait eu le laissez-passer consulaire le lendemain a pu sortir. Donc en fait, effectivement, quand vous vous présentez au poste de frontière à Rafah, vous avez de la France de l'autre côté en Égypte, vous avez un laissez-passer consulaire, bien sûr que vous avez plus de chances de sortir que quelqu'un qui n'en a pas. Mais bon, voilà, ça aussi c'est... Non, mais sur ça, par exemple, c'est très frustrant. Et là, la société civile et la mobilisation, elle n'est pas nécessairement suffisante. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. C'est-à-dire que je pense qu'à force de frapper à la porte, et ça c'est valable pour n'importe quel contentieux qui a un sous-jacent politique, à force de frapper à la porte, je pense que les gonds peuvent céder pour n'importe quel contentieux. Et je trouve que c'est important. Le fait que, moi, ce que j'aime bien dans le droit, c'est qu'on s'appuie sur des bases communes avec notre contradicteur ou notre contradictrice et un juge. Donc je trouve que c'est assez... le fait qu'on se situe tous dans le même bain juridique, je trouve que ça évite les discussions de café, quoi. C'est vrai que quand je m'étais... moi, je sais que c'est ce qui m'avait attirée dans le droit. C'est que je pense que j'étais attirée... il y a quelque chose de très rassurant au fait qu'on a un texte commun et qu'il y a quelque chose de très rationnel. Et en théorie, il y a quelque chose de... voilà, il y a un texte qui dit et on l'applique. Bien sûr. Et voilà, en tout cas, quand j'étais jeune adulte, je pense que c'est ce qui m'avait attirée clairement dans le droit. Et initialement, j'étais plutôt intéressée par le droit international. Et dans mes prismes, il y avait de travailler pour des institutions, des organisations internationales, etc. Et je me souviens très bien du jour du cours de droit international public où je me souviens de ce jour, je me souviens de l'amphi, je sais plus comment s'appelle cette prof, mais voilà, je me souviens des conditions, mais je me souviens pas du sujet. Et où j'ai eu une espèce de révélation mais en fait, le droit international public, ça n'est que de la politique. Enfin, ça n'est pas, finalement, ça n'est pas du droit. Enfin, c'est du droit, mais dans son application, ça passe derrière. Et en Master 2, j'ai fait un Master 2 en droit de la sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale. Et on avait eu tout un cours qui était passionnant, un de nos meilleurs cours sur le droit du commerce international. Appliqué à un sujet de sécurité alimentaire et c'était de la viande qui venait des États-Unis et comment ça avait été géré ce contentieux par rapport aux hormones, etc. etc. Et il y avait eu tout le déroulé intellectuel, etc., etc. Tout ça pour aboutir à la décision de l'OMC n'a pas été une décision en droit, mais a été une décision en diplomatie. Du coup, macroéconomique, quoi. Et en tout cas, moi, personnellement, ça a été de vraies ruptures, quoi, de ma relation. Et j'ai un ami qui, aujourd'hui, fait du droit de l'urbanisme, justement.
et qui disait, le droit de l'urbanisme, c'est vrai que c'est stimulant intellectuellement, etc., etc., mais il y a presque quelque chose de chiant dans cette application si rigide du droit, parce que pour le coup, le droit il est appliqué Avec rigueur. avec rigueur, et donc globalement, quand on a un dossier qui rentre, on sait Oui, globalement, oui, bien on sûr. sait comment il va sortir à 80, enfin, le pronostic, on a confiance en notre pronostic parce qu'il y a une vraie rigueur dans l'application du droit. Et il est presque en train de se dire, je crois que j'ai besoin d'aller faire un peu de pédale, enfin des trucs où finalement il y a beaucoup plus d'aléas parce que le droit il est appliqué avec moins de rigueur. Et puis le sous-jacent n'est pas le même. Et le Aussi. sous-jacent n'est pas le même. Et vous n'avez pas la même façon d'aborder les choses. Enfin, en urbanisme, vous n'avez pas le même comportement des juges, vous n'avez pas les mêmes juges totalement aussi. Nous, par exemple, au tribunal administratif de Paris, on a des renforts étrangers qui sont des magistrats honoraires, il y en a 2. Sur les 2, il y en a une juge qui a fait évacuer il y a 15 ans une salle d'audience parce qu'elle elle pensait qu'il y avait une femme qui avait une bombe, une femme voilée. Elle était enceinte. Et elle est toujours là, cette juge. Hein. Et un autre juge qui a dit à un client, un confrère en audience, votre client n'est pas intégré, qu'il retourne en Somalie. Donc vous voyez, l'application rigoureuse du droit, ouais. Elle est pas, la posture n'est pas la même en fait. Non, mais la posture n'est pas la même. Et je trouve que c'est vachement important parce qu'il y a la rigueur du droit et il y a la manière dont aussi le droit est perçu par les juges. Mais ce qui va avec. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Parce que c'est un manque de rigueur juridique. Alors que le droit des étrangers, c'est un droit très technique. Enfin, je veux dire, pour avoir fait plusieurs en droit de l'urbanisme, par exemple, c'est un contentieux que j'ai beaucoup fait. On est plus sur la technicité en droit des étrangers qu'en droit de l'urbanisme, en termes de normes, en termes de jurisprudence qui vont parfois à l'encontre de la norme, contre allégem. Enfin, voilà. Et bien sûr, tous les délais dérogatoires qu'il y a sur le droit des étrangers, par exemple. Mais c'est vrai que je pense que il peut y avoir, je comprends la forme de lassitude qu'il peut y avoir, puisque je l'ai moi-même vécu. Puisque effectivement, comme le dit votre ami, c'est stimulant intellectuellement, mais la finalité, au bout d'un moment, je pense qu'on a besoin de sens. Et moi, je sais que voilà, j'étais pas devenu avocat pour faire péter des parcs éoliens. J'étais devenu avocat pour essayer d'aider des gens qui en ont besoin et des gens surtout qui n'ont pas forcément toujours accès au droit. Voilà. Et ça, pour moi, le pro bono, c'est une grande partie de mon activité aussi, quoi. Enfin... J'allais vous demander, j'ai bu vos paroles et le temps a passé sans que je le voie passer, mais j'allais vous demander finalement comment vous tenez financièrement parlant, parce que finalement, tant les clients indirects, enfin, tant quand vous travaillez pour des populations en détresse que quand vous travaillez pour des associations qui, j'imagine, se font aussi avec des moyens contraints. Vous comptez pas vos heures et au-delà de pas compter vos heures, vous comptez pas vos jours aussi. Comme vous dites, vous êtes un habitué du samedi matin au tribunal administratif. Parfois, ouais. C'est quand même un équilibre. Comment est-ce que vous après, vous y retrouvez moi, mon modèle est très simple. Je facture à des gens auxquels je peux facturer. Donc, par exemple, disciplinaire, j'ai pas trop de mal à facturer des médecins, voilà. Et après, l'asile, par construction et par définition, c'est de l'aide juridictionnelle. Et en droit des étrangers, ça dépend. Voilà, on a un peu l'impression que tous les étrangers sont pauvres. Et bon, il y a des étrangers qui, ça fait 15 ans qu'ils sont en France, ils ont une entreprise qui marche bien, voilà, et qui ont des problèmes pour le renouvellement de la carte de résident ou autre. Bon, là, effectivement, je facture. Je pense que je facture déjà en dessous de ce qui se pratique. Mais bon, moi, j'ai du mal toujours un peu à facturer sur ça. Mais je prends, et le reste du temps, du coup, l'équilibre que j'ai en facturant, du coup, là où je peux facturer, je fais du pro bono ou de l'AJ sur le reste. Ce qui fait que je ne vis pas de l'AJ, en fait. J'ai pas comment dire, j'ai pas de,
C'est pas ça qui fait ma... C'est pas ça qui fait tourner votre cabinet. Non, non. Moi, justement, c'est que j'avais envie de pouvoir consacrer pleinement mon aide à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un avocat, et donc soit sous forme d'agile, soit de pro bono. Voilà. Enfin, par exemple, là, on est avec mon confrère Matteo Bonaglia, on est sur le contentieux de la Maison des Métallos. Il y a 175 jeunes qui ont trouvé refuge depuis le 6 avril et que la ville de Paris va expulser parce qu'elle a loué les locaux au Japon, à la ville de Tokyo, qui doit les prendre le 20 juillet. Et ils n'ont toujours pas trouvé d'hébergement pour eux. Donc il y a 175 jeunes potentiellement qui vont être mis à la rue avec des vulnérabilités graves. Et donc là, par exemple, on représente les jeunes de la Maison des Métallos, ça se fait à l'aide juridictionnelle. Enfin, voilà. Et on demande l'AJ, voilà. Mais on aurait très bien pu ne pas demander l'AJ. Et votre... Oui, limite, ça vous demande plus de travail de la demander que de Oui, pas la demander. moi, il y a plein d'AJ que j'ai mal fait les Vous demandes. avez abandonné, ouais. Et votre autre clientèle, comme vous dites, le contentieux disciplinaire, c'est venu... c'est une clientèle que vous avez développée pareil, c'est du bouche à oreille, c'est du bouche à oreille, ouais. Il y a eu des opportunités, comment ça s'est fait? C'est du bouche à oreille. Comme je disais, en fait, quand j'étais collab d'avocat conseil, j'avais été du coup formé au contentieux disciplinaire, que ce soit, enfin, disciplinaire assez large, parce que je faisais pas mal de fonctions publiques aussi. Et ce que j'aimais bien, c'était pas le contentieux de j'ai pas eu cette prime ou autre. Ça me passionnait pas trop. Mais c'était surtout sur le contentieux, par exemple, des salariés protégés, le licenciement des salariés protégés ou le disciplinaire au sein, je sais pas, de la fonction publique hospitalière ou autre. Et donc ça, j'avais vraiment... Et les médecins, du coup, devant les ordres, puisque là, du coup, c'est in fine, c'est devant le Conseil d'État pour les médecins. Parce que d'abord, il y a la disciplinaire, ensuite régionale, et ensuite le CNOM, et ensuite... Enfin, ça dépend pour si c'est des refus d'inscription ou disciplinaire. Et donc, j'avais été formé à ça, donc j'avais trouvé ça intéressant comme contentieux, et je trouvais ça un peu dommage d'abandonner ce contentieux-là quand je créais mon cabinet, qui était à la fois intéressant et ce qui me permettait de facturer assez facilement et aussi de me décharger un peu mentalement de... La misère du monde. Voilà, mais voilà, moi je trouve que c'est voilà mon modèle, comment je l'ai fait. Et là, justement, j'ai discuté avec une amie, une consoeur ce matin, après l'audience. J'ai différé vraiment beaucoup pour pouvoir recruter. Parce que je reçois des demandes, j'ai pas fait de demande, j'ai pas postulé d'annonce ou autre, posté d'annonce, mais je reçois des demandes de collab, de stage toutes les semaines. Et donc, j'ai un onglet stage et collab dans mes mails. Mais je réponds en fait à chaque fois, parce que moi, j'appréciais qu'on me réponde. Je réponds à chaque fois, merci pour votre candidature, mais je ne recrute pas pour l'instant. Parce que j'ai créé mon cabinet pour que personne dépende de moi et que je dépende de personne. C'était vraiment, je suis très attaché à ma liberté. Et en fait, donc au bout d'un moment, ça fait quoi, quand même pas mal de temps que je refuse des dossiers ou que je les réoriente vers des confrères ou des consoeurs. Et en fait, là, je commence un peu à saturer, quoi. C'est-à-dire que il y a des dossiers, même en les refusant, je suis sous l'eau. Et donc, je pense très probablement que bientôt quelqu'un, oui, une candidature spontanée, va recevoir un autre message de retour. Ou alors je vais poster une annonce, parce que toutes les candidatures, quand j'ai dit non, après il y en a qui me disent est-ce qu'on peut repostuler plus tard. Je dis oui, je sais pas ce que je ferai plus tard, mais voilà. C'est une blague que je fais avec une boutade qu'ils avaient peut-être pas une. Avec des amis, je leur dis qu'au bout d'un moment, moi, je vais saturer et je vais ouvrir un café littéraire cinéma, parce que j'aime beaucoup le cinéma et la lecture. Mais bon, c'est des pétages de câble assez classiques au final. Mais d'ouvrir un café après avoir exercé le métier d'avocat. Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué récemment ? Récemment, bon, j'aime beaucoup Denis Villeneuve, mais Dune, c'est pas le film qui m'a marqué. Il a réussi là où Lynch n'a pas réussi à faire. Mais qu'est-ce qui m'a marqué récemment ? Mad Max, Furiosa, il était pas mal, mais c'est pas non plus un film qui m'a marqué. Récemment, si. Il y a le deuxième long métrage du réalisateur de Inside, Alejandro Rojas, qui a fait Border. C'est ça le titre ? Alejandro Rojas, ça me dit quelque chose. C'est lui il a fait 2 longs métrages. Le premier, c'était Inside. Il y a plusieurs films qui s'appellent Inside. Le pitch est incroyable.
C'est un très bon film. Et là, du coup, c'est avec. Je sais pas si. Moi, j'aime beaucoup le cinéma espagnol et qui ne résume pas, à mon sens, à Almodovar. Hein. Almodovar, c'est une partie du cinéma espagnol, mais c'est pas du tout lui qui le représente. Euh, c'est le gars qui avait fait Celda 211, Cellule 211, Oui. avec Luis Tosar qui joue Mala Madrid dedans. Et l'acteur, du coup, qui est le maton, c'est lui. J'ai oublié son nom, mais qui est très bon. Et du coup, il joue dans le deuxième long métrage de Alejandro Rojas. Et c'est vraiment un film. C'est quasiment un huis clos. Et il m'a bien marqué. Je peux pas, en fait, je peux même pas pitcher le film parce que c'est très du spoil. C'est comme si je vous pitchais The Game de Fincher. Vous voyez, c'est pas possible. Ou Get Out comment il s'appelle J'ai perdu le nom. Bon, je vais Moi, j'ai aucune mémoire des réalisateurs. Donc, celui qui après fait Us, Nope. Vous l'avez pas vu Get Out? Non. Ah, il est très bien. Dans son genre, il est bien. Mais dernièrement, ouais, c'est les derniers films où je me suis dit, waouh, tu en sors. Parce que moi, je pars du principe qu'un film, c'est un bon film à partir du moment où il vous procure une émotion, qu'elle soit négative ou positive, mais forte. Mais j'ai du mal quand même avec des films qui sont classiquement reconnus comme étant des très bons films. Par exemple, je sais pas, je pense à Bad Lieutenant de Abel Ferrara. Bah, ça, avec Harvey Keitel, il m'a mis mal à l'aise ce film. Old Boy, j'ai pas du tout aimé. Mais dans le même genre, Parasite, j'ai bien aimé. J'ai pas vu Parasite encore. Je pense que le dernier film qui m'a mise très mal à l'aise comme ça, mais du coup j'ai détesté, c'est The Square. Ah, The Square. Oh là là, ouais, et je me suis tellement retenue de quitter cette salle. C'est particulier ce genre de film. Et il y avait un huis clos aussi qui était bien. C'est un film norvégien où c'est un... Ah, j'ai oublié le nom. Il passe un appel. Là non. Il est en fait, il répond aux appels d'urgence. Et en fait, il a au bout du fil une femme qui lui dit j'ai une urgence. Et en fait, c'est un huis clos qui se passe uniquement dans la salle où il y a les appels. Il avait eu un prix. Et il n'y a pas une scène dans une cabine téléphonique? Je confonds avec autre chose. Alors ça, c'est Fun Game. Non. Ah, je sais plus. Mais il y a eu la version avec Alberi, The Call. Pareil, mais elle, c'est pas vraiment un huis clos là pour le coup. Mais le film norvégien est très bien. C'est un film On retrouvera les infos. Ouais. Et un livre? Un livre dernièrement ou de manière générale? De manière générale. Ouais, moi j'aime beaucoup Camus, La Chute précisément. De tous les livres de Camus, je préfère La Chute. Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit aussi. Et Alice Zeniter, L'art de perdre, j'avais beaucoup aimé. Je trouvais ça juste. Les deux se complétaient. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué aussi quand j'étais jeune. Et il y a un bouquin aussi qui est super bien, de Tennessee Coates, qui s'appelle Lettre à mon fils, une colère noire, qui m'a vraiment, qui est un peu dans la mouvance de Baldwin. Voilà. Je sais pas si c'est des livres qui vous aident trop à apporter un peu de légèreté. Je suis allé voir Vice Versa 2 hier. Ça m'a beaucoup apaisé. Vous avez évoqué le fait de peut-être recruter, là, de passer le cap. Qu'est-ce que vous souhaitez d'autre pour votre activité à l'avenir? Et on a bien compris qu'il y a toujours l'option café, l'option café littéraire et cinéphile quelque part. Je trouve ça intéressant de pouvoir former quelqu'un. Moi, j'aime bien transmettre. J'avais donné des TD à Paris 1 à l'UPEC il y a 2-3 ans. J'ai arrêté parce que la correction des copies m'a rétroactivement dégoûté. Parce que c'est vraiment... Je suis d'accord. Voilà, on a tous fait l'expérience. Et donc, si je me reprenais, ce serait en forme de séminaire. On m'avait proposé, mais au final, j'avais refusé parce que c'était à Amiens. Et du coup, je trouve que pour mon cabinet, former quelqu'un, c'est quand même cool de pouvoir transmettre. Moi, on m'a transmis, j'ai beaucoup aimé recevoir. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec les personnes qui m'ont formé, notamment les avocats au conseil. Paul Matonnet, par exemple, on discute beaucoup. Il fait partie des avocats qui m'ont formé. François Pinatel aussi.
avocat au conseil. Et donc, ouais, j'ai beaucoup de plaisir à donner, à essayer de donner un peu ma vision des choses. Et surtout pas pour que les gens l'adoptent. C'est simplement pour que ça fasse partie d'une vision et qui ensuite crée la leur à partir de plusieurs visions. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. C'est-à-dire, et je trouve ça important et c'est un des rares métiers. Je sais pas si tous les métiers, toutes les personnes qui font des métiers le disent, mais en tout cas, j'ai l'impression que le métier d'avocat fait partie des rares métiers où on peut vraiment exercer et créer quelque chose à notre image. En fait, vraiment, y a pas, je pense qu'il n'y a pas deux avocats qui exercent de la même façon. Et je trouve ça enrichissant. Donc, il y a la rançon de la liberté, c'est l'URSSAF, mais parce qu'on paye quand même beaucoup de charges. Mais en même temps, voilà, moi, ça me dérange pas de. Si le prix de la liberté, c'est ça, je, je suis tout oui. Enfin, pour rien au monde, je ferai un autre métier en fait. Quel est votre principe déontologique préféré? Le principe d'humanité et la probité, je pense que c'est quand même la déontologie, c'est ce qui nous tient droit. Et je trouve qu'on a quand même plus de mal on a quand même plus de mal enfin, elle est quand même mise à l'épreuve assez régulièrement. Moi, dernièrement, là, j'assistais à Sciences Po, je me suis fait fouiller à l'entrée. Enfin, on voulait me fouiller. J'ai dû faire intervenir l'ordre et le CNB pour qu'ils écrivent à l'administrateur provisoire pour dire arrêtez. On a demandé à ma cliente de changer d'avocat devant moi. Donc, en fait, tous les jours, dans les commissariats, moi j'y interviens très peu parce que j'essaye pareil pour ma santé mentale, le pénal, moins j'en fais, mieux je me porte. Mais voilà, je trouve que le principe d'humanité, rendre la dignité à des gens, ça leur permet de devenir ce qu'ils sont. Et donc en fait, c'est pour moi la base. Et au-delà de pro bono ou autre, hein, moi je parle vraiment de, pour moi c'est acquis ça. L'humanité pour moi c'est vraiment de parler à des gens quels qu'ils soient, d'égal à égal, et de les écouter et de les reconnaître dans leur dignité. Et à partir du moment où on fait ça, bah, le reste suit. Et la probité, parce que je pense que dès qu'on franchit une ligne rouge, à ce niveau-là, il n'y a pas de, c'est un point de non-retour. On ne peut pas dire oui, bon, bah là, ok, et après le reste, je respecte. Non, c'est vraiment ça. Et je pense qu'on n'est pas assez formé là-dessus. Enfin, moi, la déontologie, comme tout le monde, j'avais une éthique avant la déontologie. J'avais une éthique avant d'être avocat. Non, mais je veux dire, j'avais une éthique dans le sens où la déontologie, c'est ce qui applique à une profession. L'éthique, c'est ce qui s'applique à sa personne. Donc, j'avais une éthique. Et pour moi, la déontologie, en tout cas propre à la profession d'avocat, c'est là un peu la continuité de mon éthique. Mais c'est quand même assez dommage que à l'EFB, que la déontologie arrive à l'EFB et qu'on n'ait pas ça avant. Et que donc moi j'avais mon éthique, donc j'ai pas été dérangé par la déontologie, au contraire ça l'a renforcé, mais c'est quand même dommage. Donc je pense que c'est important de mettre le focus sur la déontologie, surtout quand on est jeune avocat où on est confronté à des situations très délicates, pour pouvoir justement mener à bien notre exercice, quoi. Parce que le fait de défendre des dossiers, c'est pas l'alpha et l'oméga aussi, c'est la manière dont on les défend. Est-ce que voilà, toutes les questions, est-ce que l'avocat peut mentir, voilà. Moi, parfois, j'apprends des choses en cours d'instance, en référé. Je n'avais pas les informations avant. Bon, ben, je le dis. Et je pourrais ne pas le dire. Voilà, et voilà. Mais ça me dérangerait, du coup, d'un point de vue éthique, qu'une décision soit rendue sur des pièces fausses ou alors sur des omissions parce que l'adversaire n'a pas pu les apporter. Donc, je trouve ça important aussi d'être carré là-dessus. Et puis, c'est aussi notre image derrière, quoi. De la relation qu'on a avec les juges, avec les confrères, voilà. Je pense que c'est important. Donc probité et humanité, je pense que c'est. Mais tous les principes sont importants. Hein, mais là, comme ça, effectivement, pour moi, c'est quand même les deux piliers. Alors, il y en a 5, c'est ça Je crois qu'il y en a, il y en a Non, mais 5 5 qu'on dans donne le serment. dans le Et serment, en fait, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup Ouais. plus. Ouais, j'ai oublié combien il y en a. Délicatesse, 12, 18, voilà. je sais plus. Pour moi, la délicatesse, par exemple, ça fait partie de la probité. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on est carré en termes de déonto / éthique, voilà, on va pas, on dit bonjour, au revoir, on discute.
Moi, j'aime beaucoup discuter avec les confrères et les consoeurs en audience, avant les audiences, voilà. C'est, je sais pas comment, je crois que j'ai l'impression que dans d'autres prud'hommes ou autres, il y a un peu des avocats qui restent dans leur coin ou qui disent bonjour qu'aux gens qu'ils connaissent. Moi, c'est Je pense peut-être, que ça, c'est très personnel. Ouais, moi, c'est ça peut-être mon dépend. côté, j'allais dire provincial, mais j'aime pas ce mot puisque ça existe. Les provinces n'existent plus depuis très longtemps. Régional, Des territoires. voilà, les territoires. Je viens de Périgueux, donc je suis né là-bas. Donc on a quand même tendance à parler aux gens, même quand on ne les connaît pas. Ça fait aussi partie de l'humanité, hein. Quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie, d'un point de vue professionnel ou personnel? C'est vous qui choisissez la Bon, dernière. on va rester professionnel. Ce matin, quand j'ai eu la décision pour la maman et son bébé de 10 mois et son mari qui vont être hébergés au titre des conditions matérielles d'accueil. Voilà, entendre pareil, la semaine dernière, quelqu'un qui a pleuré parce qu'il a obtenu le statut de réfugié. Ou voilà. C'est un peu ça, les dernières joies. C'est de pouvoir voir qu'on a eu un impact concret sur la vie des gens et qu'ensuite les gens en plus nous écrivent derrière. On dit, on est au courant, mais des clients, ça fait commencer en 2020. J'ai prêté serment en 2020, créé mon cabinet en mai 2021. Il y a des gens que j'ai eu au début et qui me tiennent au courant. Ben regardez, ma fille, elle a eu le bac. Elle a réussi. Non, je trouve ça beau en fait. Donc ouais, les dernières joies, c'est la dignité retrouvée des gens, de mes clients. Et dernière question, qu'est-ce que vous portez sous votre robe? Aujourd'hui, un t-shirt blanc et un pantalon et des cortèges et un pantalon rouge. Mais je sais pas quel était le sens de votre question. Mais Je laisse les gens se ah, saisir. Je ne... Il y a des bah, gens qui sont premier degré et d'autres qui sont deuxième, voire troisième ouais, degré. d'accord, je capte. Mais Chacun est libre. ouais, non, j'ai toujours là quand il fait chaud, par exemple, je l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien venir en short au tribunal ou en short. Mais bon, Transgressif. ouais, un peu. Bon, j'en suis pas à ça près, hein, mais mais la dernière fois, on a amené une manif devant le tribunal administratif de Paris pendant qu'on plaidait. Il y avait donc bon, les tam-tams et tout, c'était bien. Mais oui, qu'est-ce que je porte sous ma robe? Il y a Samy, quoi. Et c'est pas la... Quand j'ai ma robe, classiquement, quoi. Enfin, je suis avocat, donc je représente mes clients, je représente pas ma personne. Un peu le bouclier, quoi. Donc en fait, ma robe, c'est un peu le bouclier entre l'État et mes clients. Voilà. Parce que je sais pas si je réponds un peu à côté, mais ouais, je tourne en rond là. Donc Merci pour cet échange. merci à vous.